Dans La parole est à vous, édition spéciale Eurosatori, nous vous proposons d'évoquer aujourd'hui le champ informationnel devenu un véritable enjeu géostratégique majeur. Alors que la guerre informationnelle est aujourd'hui une arme d'influence utilisée par toutes les nations, quels sont les véritables enjeux que sous-tend cette guerre de l'information ? Pour affronter les défis futurs, penser un pan de la guerre par et contre l'information est une impérieuse nécessité. Aussi, quelles sont les différentes stratégies adoptées par les États ? Quelles actions collectives portées au-delà des armées ou encore quels enjeux pour les démocraties? Élément de réponse aujourd'hui avec Christine Dugouin-Clément, chercheure de la chaire Normes et Risques au sein de l'IAE Paris-Sorbonne Business School, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Du moment où on va parler de doctrine offensive informationnelle, on voit immédiatement tous les glissements qui pourraient arriver. Et ça a été un des gros sujets de travail du ministère des Armées, qui a notamment donc, en janvier 2020 créé un comité d'éthique de la défense qui était composé donc, de 18 membres au profil varié, donc aussi bien militaires que civils, des juristes, des non-juristes, des gens de la société civile, des éthisticiens, afin d'essayer d'arriver à définir si cette doctrine correspondrait aux règles d'éthique que l'armée française se veut de respecter. C'est un point d'ailleurs qui avait été remis en avant par la ministre et par le chef d'état-major des armées, en expliquant que cette doctrine s'inscrirait de toute façon particulièrement et pleinement dans l'approche éthique de l'armée française. Mais cet enjeu éthique, ce souci de l'éthique, on l'a retrouvé aussi dans les rapports qui ont pu être faits sur les problématiques et les potentiels développements d'hommes augmentés, de drones avec des systèmes d'armement semi-autonomes ou autonomes. Là encore, il faudrait prendre beaucoup de temps pour expliquer les termes. Mais tout ça a fait l'objet de passages devant des comités d'éthique et de rapports pour essayer de correspondre au mieux, tout en sachant que c'est évolutif, puisque les technologies vont évoluer, et donc le cadre opérationnel aussi, et que les comités d'éthique sont appelés à retravailler à chaque modification. La Russie est connue pour avoir différentes directives cadres sur l'information depuis 2000, où elle expliquait ce qu'elle voyait comme un cadre informationnel. Et puis régulièrement, 2016 et puis 2019, ils ont mis en place des textes qui définissaient, alors en règle générale d'un point de vue défensif, ce qu'ils estimaient être les risques informationnels. Néanmoins, quand vous déclinez quels sont les risques, vous déclinez aussi ce que vous pouvez essayer de cibler. Et puis plus récemment encore, il y a eu un discours qui a été fait en 2019 où était expliqué par le chef d'état-major de l'armée russe que les conflits de demain étaient un mélange de moyens militaires et non militaires, et il arrivait même à expliquer qu'il pouvait y avoir une primauté sur les opérations non militaires, donc informationnelles. Les États-Unis, pour leur part, alors il faudrait remonter très très loin, on pourrait remonter dans les années 40 avec Roosevelt et la création de l'Office of War Information, qui à un moment s'est retrouvé d'ailleurs un peu en concurrence avec ce qui était le Bureau des services stratégiques, ancêtre de la CIA, où il y avait donc ce qu'on appelait les PSYOPs et les opérations d'influence. Mais je pense que si on veut avoir une vision un peu plus précise, ne remontons pas si loin et arrêtons-nous à la guerre du Golfe avec les opérations Desert Shield et Desert Storm des années 90 qui ont mis en lumière ce qu'on a appelé la RMA, la Revolution in Military Affairs, qui était la numérisation et quelque part l'informatisation de la zone de guerre, en fait, du théâtre des opérations. Et là, on s'est aperçu que le volet informationnel, d'abord informatique pour la communication du command and control, était particulièrement important. Ça a donné cadre à ce qu'on appelle des field manuals, donc le FM 100-6 de 96, qui parlait de guerre de l'information au tout début. Et puis on voyait que le concept de tout ce qui est informational warfare était assez flou, c'était assez difficile d'en avoir une définition précise. En 2008, il y a eu un autre field manuel et puis un JP, la 313, qui ont permis de donner une vision un petit peu plus homogène de ce que ça pouvait être et donner. Et au final, on est arrivé en 2016 avec un nouveau FM et puis une nouvelle publication conjointe
à parler réellement de ce qu'étaient les opérations informationnelles. Et je vais glisser parce qu'il y a un glissement, mine de rien, assez naturel entre la Russie et la Chine. Il est d'usage de dire que eh bien, la Chine a régulièrement utilisé la grande période de paix que l'on a connue pour revoir elle-même ses propres doctrines. Et elle a beaucoup regardé ce que faisaient les États-Unis, notamment sur le principe de la RMA. Elle y a travaillé, elle aussi, et après différentes tractations que je vous épargnerai, on a eu, notamment en 2002, eh bien, des premières caractéristiques qui ont été mises en place pour les opérations d'information. Et quelque chose de très important à ce moment-là, c'est que eh bien, la Chine explique que les opérations informationnelles peuvent être utilisées en temps de crise, en temps de guerre, mais également en temps de paix. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'avait pas. Donc on a ce volet qui est particulièrement offensif, qui a pu être mis en place. Ça a été poursuivi donc avec le livre blanc chinois en 2004, donc sur la défense nationale, qui souligne l'importance donc de l'information. Et puis, eh bien, derrière 2011, on a une confrontation entre l'administration Obama à l'époque, qui au niveau du cyberespace fait une publication de sa stratégie qui explique qu'elle veut projeter la défense de ses valeurs. C'est pris par la Chine comme étant un risque pour ses propres enjeux. Et en 2012, eh bien, vous avez la création de ce qu'on appelle l'INU, Integrated Network Electronic Warfare, qui finalement comprend les opérations informationnelles dans un ensemble global qui va prendre tout ce que l'on a, guerre cyber, guerre électronique, donc qui est pris dans cet ensemble-là. Et ce qui est assez intéressant au niveau chinois, c'est que l'approche est assez est adossée quelque part, alors sur Sun Tzu bien évidemment, mais aussi sur les 36 stratagèmes, donc où finalement la ruse peut être utilisée de manière doit être d'ailleurs utilisée de manière systémique pour faciliter le conflit, quasiment gagner sans mener le combat, ce que l'on connaît, ou du moins par d'autres moyens. Et dans ce cadre-là, eh bien, vous arrivez à avoir une approche qui est aussi beaucoup plus centrée sur l'humain et beaucoup moins sur le technique. Et ça, c'est une des grosses différences qu'on avait eues avec les Occidentaux. Et on est arrivé en 2021 à la définition de ce qu'était du cognitive warfare, c'est-à-dire à expliquer que finalement, un terrain de guerre, au-delà de l'information, c'est le prolongement, était clairement l'esprit humain et la modification du comportement. Mais on pourrait parler de l'Iran, qui a mené beaucoup d'opérations particulièrement offensives envers Israël, ce qui dénote quand même une évolution dans sa capacité opérationnelle et dans sa pratique. Alors il y a eu plusieurs opérations, Guardian of the Walls par exemple, il y a eu aussi des ingérences dans différentes élections, notamment législatives, qui ont été menées. Grosso modo, vous avez deux opérations. La première qui est finalement des campagnes d'influence qui essayent de saper la stabilité intérieure, de semer le trouble, alors y compris en rentrant dans les processus démocratiques. Et la deuxième qui essaye de souligner la suprématie de l'Iran sur Israël. Et là, vous allez pouvoir même avoir eh bien, la création de journaux type, c'était le Tel Aviv Times qui avait été créé un peu de toutes pièces et qui reprenait beaucoup de choses. Donc ce que l'on voit, c'est que finalement, les actions qui ont été menées en 2019, 2020 et 2021 par l'Iran montrent bien qu'on a finalement une évolution de la stratégie, mais aussi des moyens, quand bien même je ne serais pas en mesure de vous donner la stratégie en tant que telle. Israël, de son côté, finalement se rend compte de cet intérêt-là et avait jusque-là beaucoup plus misé sur le volet cinétique ou défensif que offensif. Ça risque de remettre un petit peu les choses en jeu. Et puis un autre pays qui risque probablement d'avoir à s'interroger sur ce sujet-là et qui commence à mettre en place des doctrines, mais ça reste relativement flou encore, eh bien c'est l'Inde, qui est aux prises avec des tensions, pour le dire pudiquement, avec le Pakistan depuis fort longtemps, et qui avait publié une première doctrine sur l'informational warfare en 2004, et qui essaye de restructurer gentiment les choses. Mais vu la numérisation et la digitalisation de la société, il y a de fortes chances qu'il s'y intéresse. Merci. Déjà, la digitalisation de la société fait que on peut atteindre absolument n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, de manière très facile. L'explosion des différents canaux d'information
ou considérées comme d'informations qui permettent d'avoir de pulluler quelque part, d'avoir cette augmentation. Donc vous avez quelque part une augmentation monstrueuse de ce qu'on pourrait appeler la surface de vulnérabilité au niveau des opinions publiques qui peuvent influencer, voire bloquer la décision d'un État. Et puis utiliser ces méthodes-là, ça permet de rester quelque part juste en deçà tout simplement du seuil de combat. Donc vous pouvez, et notamment quand vous utilisez ce type d'opération en période de paix ou en période de crise, et non pas de conflit, un petit rappel avec l'approche chinoise, attribuer va être extrêmement difficile. Vous êtes en dessous du seuil de combat et vous avez une démultiplication des moyens qui permet, si vous avez une approche notamment faisant fi de toute éthique, d'aller essayer de faire des opérations de déstabilisation dans des pays tiers, ce que la France s'interdit tout à fait strictement. On a parlé rapidement de la guerre cognitive, et précisons que le dernier défi pour l'innovation de l'OTAN en automne 2021 était justement sur la guerre cognitive menée au Canada. Donc ça s'intitulait la menace invisible des outils pour lutter contre la guerre cognitive. Et en fait, dans cette approche-là, c'est de dire que vous arrivez à une militarisation de tous les aspects finalement de la société. Alors militarisation ou conflictualisation, et que votre objet sera de modifier non seulement ce que les gens pensent, mais aussi leur façon d'agir, et donc d'attaquer dans le domaine cognitif. Et là, on a encore des technologies qui évoluent, qui se développent de plus en plus. Un point qui va être assez important aussi, c'est de regarder comment le volet juridique va se prêter à ce genre de choses, puisque souvent vous pouvez avoir des auxiliaires qui vont travailler, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas clairement rattachées à un État ou à une armée. La Russie l'a fait très bien. Quel va être dans ce cas-là le statut juridique de ces attaquants, de ces personnes, si on arrive à remonter les structures? C'est un des points qui se pose, notamment dans l'IT Army qui a été levée en Ukraine, qui est faite de volontaires et qui essayait de réinformer la population russe sur la réalité de l'invasion russe en Ukraine. On se demande dans ce cas-là quel est le statut juridique. Participe-t-il à des actions de guerre ou pas? Quid, comment? Quelle est la responsabilité? Ça, on en parle assez peu, mais ça va quand même être un enjeu. Et puis, ça va aussi changer la phase de la guerre, aussi bien dans la formation des personnels qui vont être aux manettes, si j'ose dire, qui vont travailler, que de ceux qui, quelque part, deviennent des cibles au même titre que la population civile, puisque vous êtes sur du cognitif, de l'informationnel et la transmission de l'information. Donc, vous devenez une cible à plusieurs titres, et ça va demander de faire une évolution quant à la formation des personnels, quant à l'adaptation aux nouvelles technologies, à cette intégration-là, et quant à ce à quoi pourra ressembler un théâtre de conflictualité, peut-être même pas un théâtre de guerre, mais juste avant la guerre, si on déploie ce type d'opération dans ce cas-là.